Multiplex folie qui nous attend ce samedi soir. Une victoire nous rapprocherait de la qualif en Ligue des Champions. Faudra aussi surveiller les autres résultats. On vivra tout ça en live. Ça va être une soirée hyper animée et qui me rappelle des bons souvenirs. La période Sampaoli avec la qualif à la dernière journée contre Strasbourg. Et vraiment la team, je vous invite à être présent demain sur le live parce que je vais être en folie, je vais être en pétard. Ça va être des émotions incroyables et on ne se rend pas compte de l'enjeu. Avec l'actualité, tout ce qui se passe ces derniers jours. Si l'OM perd demain, la qualif directe en LDC, c'est quasiment mort, les gars. A l'inverse, on peut l'être quasiment. Donc c'est une soirée primordiale pour l'avenir du club qu'on doit vivre tous ensemble. Et le plus important, ça sera la victoire, bien entendu, quelle que soit la manière. Mais c'est vrai que demain soir, c'est l'avant-dernière journée, mais je pense que ça peut être déterminant. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vu le calendrier des autres matchs, dans cette vidéo, je vais vous présenter les enjeux comptables de ce multiplex. On va faire l'avant-match de cette affiche contre le Havre. Quelles seront les clés de la rencontre? Pourquoi l'OM va mieux grâce à ce système en 4-3-3 qui nous correspond totalement? Et à la fin, un gros point mercato avec les rumeurs qui ont tourné cette semaine. Parce que oui, ça se rapproche, même si on doit avant tout penser à l'objectif podium. Rien qu'à ça. Je sais que l'actualité fait qu'on parle beaucoup du PSG. Et je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que je m'en fous plus. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Voilà, il y a une finale qui va se jouer le 31 mai. Faire des beaux parcours, c'est bien. Mais marquer l'histoire et rentrer dans l'histoire, c'est mieux. Jusqu'à présent, dans le foot français, il y a eu Monaco qui a été en finale de Ligue des Champions, Saint-Etienne, Paris, Reims et l'OM. Pour l'instant, il n'y a que nous qui l'avons, cette étoile, qu'on verra bien. Après, je comprends la joie des Parisiens qui sont qualifiés en finale et tout. On serait pareil à leur place. Je tenais aussi à déplorer les incidents qu'il y a eu sur Paris de casseurs, de perturbateurs qui ne sont pas des supporters parisiens pour la grande majorité. C'est des images qui m'insupportent, qui me révoltent en tant qu'amoureux de football. On a l'habitude malheureusement de voir ces débordements-là. Je me rappelle après la Coupe du Monde 2018, c'était pareil. Et aussi, il faut être honnête, si des choses comme ça se passeraient après un événement sportif à Marseille, les médias et les gens en général seraient les premiers à sauter sur l'occasion pour dire Marseille c'est dangereux, Marseille c'est la violence, Marseille c'est à part, Marseille c'est pas la France et tout ce qui va avec. D'accord? Donc malheureusement, je dis malheureusement, dans la capitale, des débordements comme ça, c'est monnaie courante. C'est pour ça que le PSG ne fait plus les titres de champion au Trocadéro et tout. C'est intenable, c'est impossible. Donc qu'on arrête de stigmatiser Marseille pour des trucs pareils quand ça peut se passer ailleurs. Et c'est malheureux pour les vrais supporters surtout qui sont là pour célébrer, pour sortir, pour passer un bon moment, qui ont vibré. Franchement, ça fait chier ces images-là. C'est révoltant, c'est agaçant. Et notre sport, le foot, on passe pour des cons devant le monde entier, sur les chaînes télé. On passe les amoureux de football pour des gens qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas responsables. Parce qu'il y a des perturbateurs, des casseurs qui viennent se mêler. Ça gâche des festivités, même si encore une fois, je ne suis pas pour le PSG en Coupe d'Europe, loin de là. Et d'ailleurs, petit message, le dernier là-dessus, je suis étonné de voir beaucoup de supporters parisiens ne pas comprendre que les Marseillais ne supportent pas le PSG en fait. Faut peut-être leur rappeler que nous, quand on affronte l'Atalanta en demi-finale d'Europa League, quand en 2018 on fait une finale d'Europa League, ils étaient tous à 97% en train de supporter le club rival à fond la caisse. Et que la procuration a été inventée au Parc des Princes en 1993, banderole Forza Milan qui est affichée. Donc on n'a pas leçon à recevoir de la part de jeunes supporters parisiens ou même des anciens qui sont étonnés de voir les Marseillais attendre la victoire de l'Inter de Milan. Non mais vous plaisantez, c'est le monde à l'envers. Vous êtes fous quoi. Ceux qui disent ça, je précise, attention. Il y en a quand même une bonne partie qui ne comprennent pas que les Marseillais, en plus on est concernés, on est tenant du titre. Cette Ligue des Champions, c'est comme si elle appartenait à tous les supporters de l'OM. On est les seuls en France. Et puis le rival, c'est le rival. En Espagne, en Italie, c'est pareil. Les supporters du Milan AC, ils seront pour le PSG, par exemple. Donc voilà, arrêtez de vous étonner, parce que les Parisiens, ils font tous pareil en grande partie. J'ai reçu quelques messages, mais si vous en arrivez à être étonné que les supporters de l'OM supportent le club adverse en Coupe d'Europe, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, qui tourne pas rond chez vous. Et puis même si on doit rester en France, demandez aux Stéphanois lyonnais, aux Lensois lillois, qu'est-ce qui se passe quand ces clubs-là jouent en compétition européenne. Alors c'est peut-être bête, c'est peut-être dépassé, j'en sais rien, mais chacun fait ce qu'il veut en tous les cas. Voilà. Et surtout les gars, avant le match dans les rues de Paris, il y avait des chants contre l'OM. Et pareil, après le match dans les rues de Paris, ça chantait pour l'OM. Vous avez entendu ces chants-là.
sur internet, ça tourne de partout. Trouvez-moi en demi-finale de Coupe d'Europe, au Vélodrome, des chants anti-PSG. Voilà, vous ne trouverez pas. Donc, ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Quand il s'est passé ce qui s'est passé mercredi soir, je m'en plains pas. Allez, c'est comme ça, vis-à-vis de l'OM. Il y a du répondant côté marseillais, c'est logique. Attends, ne dites pas que vous avez pas l'OM dans le crâne et que c'est nous qui avons le PSG dans le crâne. C'est totalement faux, c'est du mensonge, c'est de la mauvaise foi. C'est être pas objectif, voilà. C'est défendre sa paroisse. Avant de passer à l'avant-match, pour ce multiplex de dingue, je répète, vous avez un double bonus sur Unibet qui peut vous être accordé pour la team parieur. Comme d'habitude, après l'inscription, votre premier pari qui est remboursé s'il est perdant en free bet jusqu'à 100 € de mise, mais aussi 10 € sans dépôt qui vous sont accordés sur votre compte après validation de votre compte. Voilà. Ceux que ça intéresse, profitez-en, le lien est en description. Le code promo, c'est RAFOOT. Je vous mets les cotes de ce match, Le Havre-OM. On est favori, je trouve quand même notre cote assez intéressante, plus de 1,50 contre une équipe qui est relégable, même si ils jouent leur survie et vont être surmotivés. On a aussi quelques combos intéressants, hein, si on mise sur la victoire de l'OM avec Wiri ou Greenwood buteur par exemple. Ça peut monter jusqu'à 2,95. Voilà, je vous laisse jeter un œil ceux que ça intéresse pour le match de l'OM ou d'autres matchs qui vous intéressent. Grâce à mon code promo, vous avez une super offre de bienvenue après l'inscription et encore plus avec ce week-end, les 2 bonus qui peuvent vous être accordés. Je répète, si vous avez des questions, vous me demandez sur Instagram. Je précise par contre, c'est pour les majeurs. Si vous êtes mineur, hors de question de toucher à des jeux d'argent. Et soyez raisonnable, soyez responsable quand vous misez sur des jeux de paris sportifs. Allez, concernant la compo de l'OM, je ne vais pas être original. Je pense qu'on a tous le même avis. On veut revoir le même 11 qu'il y a eu à Lille, sauf Benasser qui est forfait pour ce match. Il sera peut-être de retour contre Rennes. Donc Rongier d'entrée de jeu. Mais quand même, il peut y avoir une réflexion sur le poste d'ailier gauche. Pour 2 raisons. Parce que Enrique a la tête ailleurs. Il est annoncé partant, c'est très très chaud. Et parce qu'il a été en dedans à Lille. Donc pourquoi pas mettre Jonathan Rowe en plus. 3e raison. Parce que c'est un match où l'OM va attaquer logiquement. L'OM va dominer. L'OM doit prendre les 3 points. Un nul ne serait pas un bon résultat pour nous. Voilà. Donc pourquoi pas mettre un joueur un peu plus offensif, percutant. Parce que là, le côté de Enrique qui est capable de faire le repli, on en aura besoin forcément. Quand on joue à 4-3-3, De Zerbi nous l'a répété, il faut que des ailiers qui reviennent défendre. Mais Rowe est aussi capable de le faire. C'est un joueur professionnel. Et lui va nous apporter un peu plus de percussion qu'un Luis Enrique qui a raté beaucoup de choses contre Lille. Ses centres, peu d'initiatives. Il était à l'envers dans les 30 derniers mètres. Et c'est ce qu'on attend d'un joueur offensif. Voilà. Sinon, il faut garder Kondogbia aux côtés de Balerdi, Garcia à gauche. Parlons un petit peu de l'état de force de l'OM qui va mieux depuis 2 matchs. Et comme par hasard, le passage en 4-3-3. Pourquoi on est mieux dans ce schéma? Déjà, c'est quand même dommage d'avoir attendu autant de temps pour ne pas être revenu en 4-3-3. De Zerbi aurait dû le faire avant. L'équipe, elle est bien plus solide. Déjà, défensivement, on concède beaucoup moins d'occasions, que ce soit à Lille et face à Brest. Kondogbia est bien plus à l'aise et c'est beaucoup plus adapté pour nos 4 défenseurs. Il y a aussi un autre aspect qui fait qu'on est mieux défensivement, c'est que notre défense, notre ligne de 4, elle joue beaucoup plus basse par rapport quand on évoluait en 3-4-2-1. Voilà. Et également que nos ailiers font le repli et aident nos latéraux. Donc en fait, quand De Zerbi nous disait que ce système le protégeait plus en 3-4-2-1 dans le côté sans ballon, défensivement, c'est pas vraiment exact. On n'est plus soudés collectivement et surtout, encore une fois, notre défense, elle joue plus basse. Ça nous permet d'être plus solide. Et certains joueurs sont beaucoup plus concernés, à l'image de Greenwood, qui a fait beaucoup d'efforts contre Lille, qui a avalé les kilomètres. Alors je dis pas que tout est rose non plus. Il y a des axes d'amélioration. Mais quand même, le match à Lille, on mérite la victoire. On était conquérant, très solide défensivement et on s'est procuré pas mal d'opportunités franches, surtout en 2e période. Voilà. Après, à Le Havre, ça va être une rencontre bien différente. Il va falloir ne pas prendre le match à la légère. On a trop perdu de points cette saison en prenant l'adversaire de haut. Ok, Le Havre, c'est terriblement faible à domicile. Mais nous, à l'extérieur, on n'est pas vraiment rassurant. À part le dernier match à Lille, en 2025, notre bilan est catastrophique. Donc oui, la dynamique de l'OM est tout autre. Depuis le passage en 4-3-3, ça va mieux, clairement. Mais prudence quand même, faisons attention. Il faut jouer ce match comme si c'était une finale.
parce que c'est une finale. Clairement, on joue notre qualif en Ligue des Champions quasiment demain soir. Si on gagne, même un nul peut suffire, peut-être, selon les autres résultats contre Rennes. Il y a une chose par contre qui m'a fortement déplu à Lille, c'est évidemment le but qu'on encaisse. Alors oui, c'est Rulli qui fait la cagade, mais tout ça, c'est dû aux consignes de De Zerbi. Se mettre le feu comme ça dans notre surface de réparation, il fallait bien à un moment qu'on le paye. Alors, je sais, il a un style de jeu qu'il veut mettre en place, mais ça ne doit pas aller à l'encontre non plus de l'efficacité des résultats. Des fois, il faut savoir allonger, il faut savoir simplement sortir plus rapidement. Surtout dans une période où l'OM dominait le match. Hein. Quand on menait 1-0, on continuait, je trouve, à jouer. Et inciter l'adversaire à venir nous chercher, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. On devrait mettre plus d'intensité des fois quand on veut relancer, ou alors alterner. Parce que là, c'est un peu systématique. Cette volonté de jouer un peu à la baballe, hein, de se rendre le ballon latéralement. Et ça devient prévisible et nos joueurs, ça peut les faire paniquer et perdre aussi en créativité, malheureusement. Ça travaille beaucoup, hein, les ressorties de balles dans notre surface, dans nos 30 derniers mètres à nous. Mais c'est aussi se mettre en danger. Il faut aussi avoir les joueurs pour, que ce soit le gardien et défenseur, pour relancer très proprement. Si on n'aurait que des Saliba derrière ou des Balerdi, pourquoi pas. Et surtout quand on fait ce type de relance de manière permanente, que c'est à chaque fois, ben c'est prévisible pour l'adversaire. Et nous, on joue avec peu d'intensité. Donc non seulement c'est téléphoné, mais c'est dur de surprendre l'équipe adverse, encore une fois. D'ailleurs, il y a une stat qui rejoint ce que je suis en train de dire, c'est que l'OM est l'équipe en Ligue 1 qui a commis le plus d'erreurs individuelles. 11 au total qui ont amené des buts adverses. Voilà. Donc évidemment, c'est beaucoup trop. J'aimerais aussi faire un gros plan sur un de nos joueurs, c'est Rabiot. Pour sa régularité, pour son abattage, mais aussi pour le joueur complet qu'il est. Il y a un OM avec Rabiot et sans Rabiot cette saison. Heureusement qu'on a été le chercher à la fin du mercato. C'est notre meilleur joueur. Si je devais choisir entre Rulli, Rabiot, Guiri, Balerdi, Greenwood, dans l'ensemble, je tranche largement pour Rabiot. Il crée des occasions, il marque des buts, il bonifie le jeu, il récupère des ballons. Il sait tout faire. C'est un milieu de terrain complet de grande classe. Et pour le conserver, bien sûr, il faudra se qualifier en Ligue des Champions. Et en plus, il a l'OM dans le cœur. Il nous le prouve par sa communication et par ses actes sur le terrain et même par son comportement hors du terrain, au quotidien. À la commanderie, c'est un exemple. Bon, cette équipe du Havre, les amis, qui est en position de barragiste, j'ai un peu regardé le match contre Monaco. Faut dire que techniquement, c'est quand même une équipe faible, qui se contente d'allonger des longs ballons devant. Alors attention, contre ce genre d'équipe, on a eu du mal hein, parfois cette saison, des blocs bas qui allongent encore une fois. On se rappelle du match contre Lens, à Reims, on s'est incliné. Bon, contre Auxerre, c'était un peu différent quand même, faut pas exagérer. Ils jouaient un peu plus la GIA. Alors, leur force, ils marquent beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés. Regardez cette statistique. 36 buts marqués, c'est un peu faible hein, comme ratio, mais bon, ils ne sont pas là par hasard. 11 buts sur coups de pied arrêtés. Nous, on n'en a marqué que 6. Vous vous rendez compte? Alors qu'on a marqué le double de buts quasiment. Mais eux, ils ont notre double de buts sur les coups de pied arrêtés. Alors, malgré leur style de jeu, qui est très souvent défensif, ils marquent aussi peu en contre-attaque. Un but marqué en contre, c'est une équipe aussi qui manque d'agressivité et qui a du mal à défendre sur ses couloirs. Ça tombe bien, hein, le passage en 4-3-3, on aura deux purs ailiers, et notamment contre des attaquants qui prennent la profondeur. Bon, c'est pas trop notre style parce que Guiri, ça a beau être un avant-centre complet, en termes de vitesse, c'est pas non plus le plus rapide en Ligue 1. Dans leur effectif, ils ont 2-3 joueurs de qualité, comme Keshta, le meneur de jeu, qui est très technique. Il y a Ballo Touré, latéral gauche, joueur expérimenté qui est passé par Monaco, par Lille, par le Milan AC, même si sa carrière est décevante hein, au final. Gorgelin dans les buts, formé à Lyon, je me souviens de lui. Et puis quand même des joueurs de vitesse sur les côtés comme Soumaré, Casimir. Donc il faudra être vigilant sur l'aspect défensif. Je pense à Merlin, Garcia qui jouera côté gauche. Et à droite, on va retrouver Murillo. Et c'est la pire équipe à domicile. Donc ça, c'est quand même bon signe pour nous. On affronte la pire équipe à la maison. André Ayew ne devrait pas être titulaire. C'est peut-être un mal pour un bien pour eux. Parce que je ne sais pas s'il jouerait à 300%. Ça me rappelle une image quand Cissé et Nasri s'affrontaient. Sauf que Cissé a perdu, mais ça a arrangé Nasri. Et Cissé était content pour lui à la fin. Donc je ne pense pas qu'André Ayew va être titulaire. Peut-être qu'il rentrera en cours de match. Alors concernant les confrontations, l'historique
très peu de matchs face au Havre ces 15 dernières années parce qu'ils ont eu un long passage en Ligue 2. Et c'est que des victoires pour l'OM, hein, les 6 derniers matchs, 6 succès. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le match en août 2008 qui a marqué les supporters de l'OM par rapport au décès de 2 supporters des MTP dans un trajet en bus. Hein. Ils allaient voir le match et ça a coûté la vie à 2 supporters marseillais. Il y a eu un accident et on se souvient de l'émotion du parquage marseillais, des joueurs de l'OM après le but de Zenden et de Pape Diouf, paix à son âme, ce jour-là. Donc je ne peux que penser au MTP quand je pense à Le Havre OM et à août 2008. Ce qui s'était passé, moi je me rappelle, j'avais appris la terrible nouvelle devant l'équipe. Hein, c'était un samedi le match, c'était le samedi matin quand je me levais. Ouais, souvenir horrible. Alors on va parler maintenant de ce multiplex, des enjeux comptables. Alors déjà, pourquoi se qualifier en Ligue des Champions, c'est primordial. Notamment cet été et même je dirais pour les prochaines années. Vous avez vu l'état du championnat de France qui a d'énormes problèmes financiers liés aux droits télé. Les droits télé à 60-70%, c'est ce qui représente les budgets des clubs de Ligue 1. Pour la plupart, je dis bien. Et donc, niveau droits télé, ça va être dur pour les clubs français prochainement, malheureusement. Donc pour s'échapper de tout ça, il va falloir avoir d'autres recettes. Les sponsors, la billetterie en fait partie, mais sportivement, se qualifier en Ligue des Champions et régulièrement, plusieurs années de suite, nous permettra de faire un petit trou par rapport aux autres clubs. Je ne pense pas à Nantes, les clubs du bas de classement. Je pense à Lyon, Monaco, Nice, Lille. S'il y a un club en Ligue 1 régulier, je mets le PSG, encore une fois, en dehors de tout ça, qui se qualifie en Ligue des Champions, bah, il fera un trou sous les autres clubs. Parce qu'on sait ce que ça représente avec ce nouveau format. Financièrement, se qualifier en Ligue des Champions au niveau des droits télé, des billetteries, des primes de qualification, sponsoring et tout le reste. On rentrera dans les détails en fin de saison, mais vous allez voir, financièrement, c'est énorme. Et donc, grâce à cet argent, eh bien, on va recruter des meilleurs joueurs, on se portera mieux tout simplement financièrement. En termes de proposition de salaire pour les joueurs qu'on désire, ce sera plus intéressant pour un club qui se qualifie en Ligue des Champions tous les ans que pour, je sais pas moi, Lyon ou Monaco qui ne va pas en Ligue des Champions. On pourra faire un trou, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport aux autres maintenant. L'OM ou un autre club français hors PSG qui va aller en Ligue des Champions plusieurs fois de suite. Alors au classement, vous voyez que l'OM est deuxième, que l'OM gère son sprint final et que 4 points sur 6 peuvent éventuellement nous suffire si on fait un match nul et une victoire. Et qu'en plus, il y a des chocs dans cette fin de saison comme Monaco qui affronte Lyon. D'ailleurs, ils vont aussi jouer à Lens la dernière journée. Donc ça, c'est tout bénef pour nous. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu ces 2 points à Lille. Sinon, ça serait bouclé à 90%. Mais c'est comme ça. On a quand même des bonnes chances d'être en Ligue des Champions. Je dirais un pourcentage 65%. Si je devais donner un pourcentage par rapport aux probabilités, le calendrier, tout ça. Évidemment, si on gagne nos 2 derniers matchs, on est sûr d'être deuxième et on va en Ligue des Champions. Par contre, si on fait un match nul et une victoire, Monaco peut nous passer devant. S'ils gagnent leurs 2 matchs, ils seront deuxième. Mais en plus, tu as Nice ou Lille, si eux gagnent leurs 2 derniers matchs, peuvent nous passer devant également. Ça se jouera au goal average dans ce cas-là. Parce que là, il y a 2 points d'écart. Nous, on fait 4 sur 6, eux, ils font 6 sur 6. Et au goal average, c'est serré. On a plus 23, Nice plus 21 et Lille plus 17. Attention, 6 buts au goal average, ça peut aller vite. Il n'y a que Strasbourg qui est décroché au goal average. Ils ont plus 14, on est tranquille par rapport à eux. Donc pour que Strasbourg passe devant l'OM, il faudrait que nous, on perde un match. Une victoire et une défaite. Et si Strasbourg gagne ces 2 derniers matchs, ils seront devant nous. Voilà, vous connaissez ma pensée. Pour les équipes qui jouent la qualif en Ligue des Champions, à mon avis, ils feront carton plein. Il n'y aura pas trop de faux pas. Même s'ils vont affronter parfois des équipes qui jouent le maintien. Donc si on fait une victoire et un nul, les gars, il n'y a rien de garanti. N'écoutez pas trop ce qui se dit, que ça pourrait suffire. Je ne suis pas trop confiant par rapport à ça. Et si on fait une victoire et une défaite, ben pour moi, non. Parce que Monaco nous passera devant en toute logique. Je sais qu'ils jouent Lyon, mais quand même. Et t'as Nice ou Lille qui vont nous passer devant. Ils vont au moins prendre 4 points sur 6, logiquement. Donc on serait 4e. Ou dans le pire des cas, 5e. Mais là, il faudrait beaucoup de scénarios contraires pour qu'on soit 5e en ayant 3 ou 4 points sur 6. Voilà. Donc défaite interdite pour l'OM.
Au pire des cas, un match nul demain soir, même si ça ne serait pas un bon résultat, et qu'on aurait une grosse pression contre Rennes, hein, parce qu'évidemment, on doit gagner un des deux matchs, mais c'est vrai qu'il y a une option qui peut être très positive aussi demain soir. Si l'OM l'emporte et que dans les autres matchs, on ait une ou deux bonnes nouvelles, qu'on soit quasiment en Ligue des Champions, que ça soit quasiment scellé. Je vous explique. Nous, on bat Le Havre. Monaco-Lyon, match nul ou victoire de Lyon. Et tu as un faux pas soit de Lille ou de Nice, ben c'est un podium quasiment assuré. Alors justement, Lille va jouer à Brest, qui est en roue libre. Bon, c'est quand même le dernier match à domicile de la saison pour eux. Mais bon, en termes de motivation, Lille, ça sera largement au-dessus. Et Lille est grandement favori pour ce match. Strasbourg va à Angers. Encore une fois, on ne regarde pas trop Strasbourg. Sauf si l'OM prend 3 points sur 6. Sinon, on sera devant Strasbourg. Une victoire, un nul, on est devant Strasbourg. Donc, c'est le moins important de nos concurrents. Angers, je vous le maintiens. Hein. Attention, c'est pas un match évident pour Strasbourg en plus de ça. Monaco-Lyon, c'est un choc. Hein. Il n'y a pas besoin de développer plus. Et pour finir, Nice qui va à Rennes. Alors, Abibay est très en colère par les derniers matchs des Rennais. C'est vrai qu'ils ne sont pas bons Rennes. Hein. Ils ont encore perdu le week-end dernier. Ils sont plus concernés par cette fin de saison. Donc, c'est à double tranchant. Hein. Soit Rennes continue à être un peu en roue libre. Et quand je dis ça, hein, c'est de manière négative. Ou soit ça les pique un peu, ça les réveille. En sachant que nous, on va les affronter hein, juste derrière. On verra bien. Mais Nice est favori à Rennes. Voilà, l'enjeu, c'est pour les Niçois hein, sur ce match. Eux, ils peuvent aller en Ligue des Champions. Ça fait longtemps que Nice n'a pas été directement en Ligue des Champions. Peut-être 10 ans. Non, j'exagère. Mais ils étaient en barrage à la période Balotelli, là. Il y a quelques années. Enfin, Nice, ça a marqué personne en Coupe d'Europe. C'est vraiment le club français Nice qui n'a aucune ADN européenne. Voilà, c'est même pas pour moquer. C'est la vérité. Bon, voilà, je pense que je vais expliquer, les gars, les enjeux comptables hein, de manière cohérente de ce multiplex qu'on vivra en direct, les gars. Je vous invite à être présents. La soirée va être animée, très sympa. Ça va être le feu sur mon live. Vous inquiétez pas, je vais être en pétard. Vous me connaissez, la soirée est tellement importante pour nous. On va parler des infos mercato. Alors déjà, à commencer par De Zerbi. D'après l'équipe, il y a Al Hilal, un club saoudien, qui est intéressé par lui, mais lui, ça ne le chauffe pas, ça ne le tente pas. Et on apprend, d'après Di Marzio, le journaliste italien, qui fait partie des cibles de Tottenham pour l'an prochain. Tottenham qui fait une saison galère, même s'ils sont en finale d'Europa League d'ailleurs. Hein. Alors, je ne sais pas, De Zerbi, à l'heure où je fais cette vidéo, la conférence de presse n'a pas encore eu lieu. Donc j'espère qu'il ne va pas nous dire des dingueries qui vont me faire peur, ou que c'est pas parce que l'OM va bien que De Zerbi, dans sa tête, il va calmer les choses. Au contraire, en général, quand les entraîneurs sont en position de force, qui remplissent leurs objectifs, c'est là qu'ils ont des demandes, des exigences. De toute façon, si De Zerbi reste, il aura des exigences au niveau du mercato vis-à-vis de ses dirigeants. Il n'est pas à l'OM pour jouer la Ligue des Champions en ayant une équipe moyennasse. Il voudra la renforcer, c'est clair et net. Et puis d'un côté, De Zerbi, il n'a pas encore atteint son objectif podium. Hein. Ça peut aller vite. Si on perd à Le Havre demain, limite, c'est quasiment mort. Vous imaginez la pression du match de demain soir, c'est incroyable. On ne se rend pas compte. Merlin est pisté par Bournemouth, club anglais, d'après Foot Mercato. Ça tombe bien, ça serait une bonne nouvelle hein, qui nous quitte à un prix raisonnable. Qu'est-ce que j'entends pas raisonnable? Au moins 10-12 millions d'euros. Bah, c'est le prix auquel on l'a acheté. Parce que c'est un joueur au final hein, qui est très moyennasse sur tous les aspects, que ce soit sur le plan offensif et défensif. On y a cru hein, cet été avec De Zerbi. Est-ce que ça allait... Il avait fait une bonne préparation. Mais que ce soit du côté des dirigeants et du staff, à mon avis, ils ne croient plus trop en lui. Et pareil du côté des supporters. Je vais être un peu sévère, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Il reste jeune. C'est un international espoir. Mais bah, il n'est pas titulaire à l'OM dans cette fin de saison. C'est Garcia qui prend sa place. C'est Garcia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a vraiment des axes vraiment de progression? Et quand je dis progression, il faut aller vite là. Hein. Bon, après, si tu prends un autre latéral gauche de très haut niveau et que tu as Merlin derrière, pourquoi pas? Mais il ne va pas progresser en jouant peu. Luis Enrique, encore des infos sur son transfert à l'Inter de Milan. Il propose 25 millions d'euros, l'OM en demande 30. Donc c'est de la négociation. Il ne faudrait pas non plus qu'on traîne trop hein, dans le dossier. Il ne faudrait pas fâcher l'Inter, on ne sait jamais. Parce que c'est bien de vouloir la jouer négociation, de gratter. Ils sont intéressés, c'est notre intérêt de le vendre au plus cher. Mais des fois, ça peut agacer l'autre partie. Donc apparemment, la confiance dans les deux camps, elle est présente pour que l'affaire soit conclue dans les 10 prochains jours. Et qu'il y a, je répète, un accord de principe entre le joueur et l'Inter, d'après Di Marzio. Voilà.
Bon, j'ai envie de vous dire, l'Inter, si vous battez le PSG en finale, on vous le donne gratos, mais il faut avoir l'assurance que vous gagnez la finale de Ligue des Champions. J'abuse. J'abuse. C'est important, les gars, qu'on reste la seule étoile française. Faut pas se mentir. Ça m'impacte un petit peu, je pense, pour la majorité des supporters de l'OM. Mais ça, on aura le temps d'en reparler le 31 mai. Dans un cas comme dans l'autre. Parce qu'on a déjà anticipé, je pense, ce truc-là. Aymeric Laporte, pareil, confirmation de la Provence qu'en cas de qualif en Ligue des Champions, c'est pas qu'il y a des discussions, mais il y a presque un accord entre le club et le joueur. Alors, il a 30 ans, Aymeric Laporte, mais il a fait une saison d'Arabie Saoudite. Alors, il est toujours en sélection espagnole, il est toujours sélectionné, il est toujours titulaire, il a gagné l'Euro l'été dernier. Après, c'est vrai que cette saison est compliquée pour lui. Physiquement, il paraît un peu à la rue. Ça a toujours été un défenseur assez lent, Laporte. Mais si tu l'alignes à un Balerdi, par exemple, qui lui est un défenseur plutôt rapide, qui pourra assurer la couverture, je me dis que ça peut le faire, ça peut être compatible. Et puis Balerdi a besoin d'un joueur d'expérience à ses côtés. Balerdi, il est capable de rattraper le coup au niveau des ballons en profondeur. Après, Laporte, bien sûr, dans le jeu de tête, vis-à-vis de ses qualités dans les duels, c'est le top niveau. C'est un top défenseur que j'ai toujours adoré. Mais le salaire serait important. Pour le transfert, pas tant que ça apparemment, d'après ce qui tourne, on parlerait de 10 millions. L'OM est intéressé par un milieu de terrain confirmé du championnat, qui joue à Lille, à nos concurrents sportivement, je dis bien depuis quelques années. Andrel Gomez, il est en fin de contrat au mois de juin. C'est un joueur qui est titulaire à Lille ces dernières années, sauf quand il est blessé. Et c'est vrai qu'il a quelques pépins physiques qui peuvent un petit peu nous inquiéter et être problématiques. Voilà. Sinon, ses qualités, c'est que c'est un vrai relayeur percutant. Un joueur qui se projette balle au pied, qui pourrait correspondre à un 4-3-3. Voilà, tu joues avec un 6 et deux joueurs un peu devant comme Rabiot ou Gomez. En plus, il est jeune, 24 ans, encore une fois, bonne expérience de la Ligue 1. Donc gratuit, même si le salaire pourrait être un peu important, vu qu'il y aura la concurrence sur le dossier, notamment venant de clubs de Première Ligue. Il ne faut pas croire qu'au milieu de terrain non plus, on ne va pas recruter cet été. Parce que si on joue en 4-3-3, il faudra 5 ou 6 joueurs. Là, on a Rongier, Højbjerg et Rabiot. Benacer, il faudra lever l'option d'achat cet été, qui est de 12 millions d'euros. Il y a aussi le petit Nadir. C'est vrai qu'on n'oublie pas, peut-être aussi qu'il va être prêté, Nadir. Donc Gomez, c'est jeune, 24 ans, mais j'ai un peu peur de ses pépins physiques. Voilà. Mais ça pourrait être très intéressant. Justement, les gars, en parlant de Benacer, bon, il est forfait pour le match à Le Havre. Petite gêne aux adducteurs, mais il sera présent contre Rennes en principe. Bon, sur les 6 mois et encore sur les 4-5 mois à l'OM, il a raté 2 matchs sur blessure. Le match à Paris et celui de demain. On ne peut pas dire que c'est un joueur qui a beaucoup de pépins physiques, mais ce qui est par contre réel, c'est qu'il ne s'est pas remis de ses pépins physiques du mois de septembre, grave blessure, et d'il y a 2 ans où il se blesse en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Et ça se ressent dans son jeu, il a du déchet, il n'arrive pas bien à tenir debout, il perd quelques ballons chauds, bien qu'il montre aussi des qualités par ailleurs, mais c'est pas le Benacer à 100%. Voilà. Donc on verra ce que vont faire les dirigeants, il y aura une réflexion sur lui. Benassia et De Zerbi l'apprécient beaucoup. Et c'est vrai que l'OM n'est pas un club qui peut acheter un joueur de la qualité de Benacer s'il serait à 100%. Sinon il vaudrait 40-50 millions d'euros. Donc on est obligé de prendre un risque. Quand je dis ça, de relancer des mecs qui ont eu des pépins physiques ou qui jouent moins. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas des moyens illimités. Et on n'a pas la stature pour attirer non plus des joueurs de classe internationale au top niveau. On l'a fait avec Greenwood, mais dans quelles circonstances? Voilà. Donc Benacer, ce serait un pari si on lève l'option d'achat. 12 millions d'euros, c'est pas si cher, mais le salaire serait important. Moi, j'ai envie de le tenter, le pari. Mais peut-être que ça sera un pari perdant s'il ne retrouve pas sa condition physique et son corps qui lui permettra de jouer au football. Parce que lui, il a toute la volonté du monde. Il est motivé, il a fait un choix du cœur à l'OM. Je sais que l'hygiène de vie, le sérieux, la rigueur, il est irréprochable. Après, là, c'est le foot de haut niveau. On verra ce que vont faire les dirigeants. Mais moi, j'aimerais qu'il réussisse chez nous, comme tout le monde, évidemment. On va peut-être pas le revoir dans cette fin de saison. Donc, réponse dans quelques semaines. On en reparlera de Benacer. Il y a un autre joueur qui n'est pas sûr d'être olympien cet été, qu'on a pris cet hiver, c'est Dedic. Parce que Salzbourg, ils ont conditionné son aventure à l'OM au-delà de 6 mois s'il disputait plus de 50% des matchs à l'OM, en termes de minutes, je dis bien. Et là, on est loin du compte. Donc c'est certainement volontaire de la part du club
de l'écarter ces derniers matchs. Parce qu'on a été déçus des pros et moi. On s'est dit, allez, on va pas continuer, fais pas l'affaire. On va pas prendre ce risque-là de l'acheter et d'activer cette clause cet été. Bon, tu vas me dire qu'on se précipite. Je dirais pas que c'est dommage, mais qu'on va un peu vite. En fait, Dedić, il a été pris pour doubler les postes cet hiver. On a tenté le coup en croyant que ça soit une bonne affaire sportivement, que ce joueur ait des qualités, mais il n'a pas su les montrer suffisamment rapidement. Et dans la tête des dirigeants, c'est mort, vu la condition, encore une fois, pour qu'il reste à l'OM. Voilà, c'est pas un achat sec. Donc il retournera à Salzbourg cet été, les gars, 90%. Il jouera pas demain, il jouera pas contre Rennes. Et puis la clause, elle est formelle, elle est indiquée. Donc voilà, Dedić, comme dit l'équipe, devrait quitter l'OM cet été dans le plus grand des calmes, dans la plus grande des discrétions. On n'en entend même plus parler ces temps-ci. Mais c'est vrai que je ne crois pas trop à ce joueur qui est feu follet, tout fou, mais justement, je ne veux pas être méchant, mais niveau QI foot, c'est très limité. Défensivement, c'est un peu la catastrophe. Peut-être que d'ici quelques années, ça sera un bon joueur. Mais en plus, si on passe en 4-3-3, ça ne lui correspond pas du tout. En Ligue 1, lui en 4-3-3, en latéral, oh là là. En piston, pourquoi pas, mais ouais, dans le championnat de France, j'ai quand même des doutes. Alors pour finir la vidéo, je vais parler de Textor. Pourquoi? Parce que c'est le championnat de France, ça nous concerne, ça nous impacte. Et que on a commenté beaucoup ce qui se passait au sein de la LFP. Textor qui était dans le combat face au PSG. Et même on disait Longoria va au soutien de Textor. Au final, Pablo, je pense qu'il sait ce qu'il fait parce que Textor a retourné sa veste. Et peut-être que Longoria se disait, mais Textor, c'est pas fiable. Au bout d'un moment, il va me la mettre à l'envers si je me mets de son côté. Alors, en fait, la Brune est apparemment à l'origine de la réconciliation entre Nasser et Textor. Mais pour moi, il y a un lien avec le reportage qui est sorti sur Complément d'enquête, où c'était une mauvaise publicité pour la Ligue 1, pour la LFP notamment, et pour Vincent Labrune. De voir les dirigeants, enfin les présidents comme ça s'affronter. Et Labrune, pour se venger, s'est dit, attends, je vais les réunir et montrer qu'en fait, ça peut s'arranger. Parce qu'il était en colère, Labrune, que c'est fuité. Vous vous rendez compte? En visioconférence, on a eu la vidéo, truc de fou, c'est du jamais vu. Dans une ligue professionnelle de football, telle qu'elle soit dans le monde, que ça fuite comme ça, c'était une première. Donc Labrune, pour moi, c'est aussi une vengeance. Il s'est dit, je vais essayer de les réunir, tout ça. Et en plus, justement, vu la situation de Lyon financière, Textor est plus amène à faire un peu le toutou. Et il est venu chercher un soutien de Nasser. Un soutien tel qu'il soit, mais Nasser est très influent en Ligue 1, bien sûr. Très très influent, il n'y a pas besoin de me justifier là-dessus. Donc voilà, Nasser l'a invité pour PSG Arsenal parce que c'est aussi bien pour Nasser, pour son image, qui est écornée en France. Notamment récemment, malgré le parcours en ce moment du PSG qui met tout ça au second plan, parce que sportivement, Paris en finale de Ligue des Champions, et c'est normal, ça fait du bruit, mais il a pris cher Nasser. Donc montrer qu'il est capable d'être magnanime, j'arrive jamais à le dire les gars. Et au final d'être bon cœur, entre guillemets, avec Textor, que les choses s'arrangent, c'est très bon pour l'image de Nasser. Pour Lyon, ça peut être un soutien capital. On verra ce qui va se passer avec la DNCG. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus dans quelques temps, on verra bien. Et pour la Brune, ça permet de montrer à tout le monde. Bon, ça a fuité, c'est terrible pour nous cette vidéo, cette conférence, cette réunion. Mais maintenant, c'est derrière nous tout ça, ces embrouilles. Voilà, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Un arrangement par intérêt, pour être poli. Voilà, par intérêt. Bon, pour terminer la vidéo, les gars, je vais quand même donner mon ressenti sur la finale Inter-Paris, sportivement du moins, qui est favori. Franchement, sincèrement, c'est vraiment du 50-50 pour moi. Je peux pas mettre favori légèrement le PSG ou inversement. Bon, déjà, j'ai beaucoup parlé de l'Inter, qui a sorti un grand Barça sur 2 matchs, et non sur un match, les gars. En ayant marqué beaucoup de buts. C'est vrai qu'ils ont les atouts pour faire mal sur un match, sur une finale. Déjà, dans le caractère, dans le côté mental, c'est des guerriers, c'est des hommes sur le terrain qui lâchent jamais rien. Et une finale de Ligue des Champions, l'aspect mental est primordial. Ils l'ont perdu il y a 2 ans seulement, c'était la même équipe, grosso modo. Donc la plupart des joueurs ont l'expérience d'une finale. Et ça peut compter. J'ai regardé côté PSG, il y en a très peu qui ont déjà joué une finale de Ligue des Champions. C'est une équipe qui ressemble beaucoup à l'Atlético Madrid, qui joue bloc bas, une équipe bien compacte, dans le même système de jeu que l'Atlético, avec 2 points devant de qualité, Lautaro Martinez et Thuram. Thuram, un attaquant puissant. Voilà, avec l'Inter, c'est idéal pour jouer dans une attaque à 2.
Un milieu de terrain très travailleur, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, même si lui il est beaucoup plus technique. Et derrière, c'est du solide, même si, on l'a vu, quand le Barça poussait, avait des temps forts, l'Inter a craqué. Mais j'ai envie de vous dire qu'offensivement, le Barça, c'est la meilleure attaque du monde cette saison. Rafinha, Yamal, Pedri, excusez-moi, mais voilà. Et l'Inter aussi s'est procuré des occasions contre le Bayern, tous les matchs, contre le Barça, aller-retour. Même si c'est vrai qu'ils ont eu une efficacité importante. Alors, l'efficacité non plus, c'est pas de la chance. Être devant le but efficace, c'est pas que de la chance, les gars. C'est une maîtrise des émotions, c'est un geste technique devant le but, mais faudrait pas que ça fuit à l'Inter en finale, par contre. Voilà. Donc, ouais, 50-50 pour moi. Affronter une équipe italienne en finale de Coupe d'Europe, c'est jamais simple. Je dis pas ça par rapport à l'OM parce que nous, on a battu le Milan, mais historiquement, c'est dur d'affronter les Italiens en finale d'une Coupe d'Europe. Et eux, c'est vraiment une ADN italienne, cette équipe de l'Inter. Voilà. Je les ai mis dans mon top 4 au début de saison de la Ligue des Champions. Je me suis pas trompé. Et j'espérais plus un Barça PSG, c'est vrai. Mais peut-être que je me suis trompé sur l'analyse. Seule la finale le dira. Voilà. Mais c'est vrai que l'Inter l'a perdu il y a 2 ans, ils auront l'écrou. Bon, Paris aussi aura l'écrou. Côté motivation, c'est vrai que c'est pareil. Mais dans la gestion des émotions, l'expérience, côté interiste. Et puis vous savez, une finale, ça se joue à des détails, bien sûr. Il ne faut pas faire de cadeaux à l'adversaire. Je suis désolé, mais une équipe comme Arsenal, c'est le prototype d'équipe qui fait des cadeaux, qui n'a pas les épaules, qui n'a pas la culture de la gagne. Désolé Arsenal, mais vous êtes 2e, 3e, quart de finale, demi-finale. Vous êtes comme Dortmund, vous êtes comme l'OM depuis quelques temps, vous ne gagnez pas les trophées, les matchs qu'il faut. Voilà, toujours à la dernière match, l'avant-dernier match, vous chutez. Voilà, sous haute pression, vous craquez Arsenal. L'Inter, c'est un peu tout l'inverse. Voilà. Ils vont rien laisser aux Parisiens. Ils vont pas faire d'erreur en fait, logiquement. Individuellement, ils vont pas faire d'erreur. Et quand Paris, et ça c'est comme toutes les équipes, marque des buts, c'est plus facile quand l'équipe adverse commet des erreurs individuelles. Bon voilà, je ne veux pas parler du PSG les gars, j'ai beaucoup plus parlé de l'Inter rapidement dans cette vidéo, de ce que je pensais, donc 50-50, un pile ou face, vraiment. On verra de quel côté la pièce va tomber le 31 mai. Avant ça les gars, objectif podium pour l'OM, parce que nous, si on est podium, on aura fait une très belle saison, faut pas l'oublier. Je connais toute l'actualité, même s'il y a aussi des supporters marseillais qui s'en foutent de ce qui se passe côté PSG. D'ailleurs, ça fait débat entre nous, des Marseillais qui s'en foutent, d'autres Marseillais qui sont un peu impactés, et pour moi c'est logique d'être un peu impacté, mais promis, j'en parle pas dans cette vidéo. J'en parlerai le 31 mai, suivant, quel que soit le résultat, j'en parlerai parce que ça va être important peut-être pour nous d'évoquer ce sujet-là. Je vous répète les gars, n'hésitez pas à être présent demain soir sur le live. Franchement, ça va être un live de folie, comptez sur moi parce que l'enjeu est énorme pour l'OM. On connaîtra les autres résultats en direct, en temps réel. Donc voilà, on fera des états des lieux du classement. On commentera le match de l'OM à fond et je serai à 3000% pour un match. Un moment aussi important dans le projet de De Zerbi, de Longoria, de Benassia. Et peut-être que dans 24 heures, on sera quasiment en Ligue des Champions ou inversement. Si on perd, mais ça sentira très mauvais pour être en Ligue des Champions directement, justement. N'hésitez pas à liker les gars en bas de la vidéo. Mettez le pouce, mettez le pouce. Merci à ceux qui le font, c'est très important. C'est comme ça que la vidéo, elle monte en audience. Je répète, la team parieur, si vous voulez parier sur le match de l'OM demain ou sur un autre match, vous avez 2 bonus qui peuvent vous être accordés après l'inscription. En rentrant le code promo RAFOOT, allez sur le lien qui est en description. Tout est indiqué. Votre premier pari remboursé s'il est perdant. En free bet jusqu'à 100 € de mise. Et en plus, vous avez un bonus de 10 € sans dépôt après la validation de votre compte qui vous est accordé. Voilà, pour les majeurs uniquement. Et soyez raisonnable, soyez responsable dans vos mises sur les jeux d'argent tout court. Ne faites pas n'importe quoi, faites attention. Force à l'OM. Qualifions-nous en Ligue des Champions. C'est le plus important et c'est une réalité. On a été 2e toute l'année et tout va se jouer demain soir. Donc c'est primordial. Je suis d'accord avec tout le monde parce que tout le monde en parle. Cette qualif en Ligue des Champions, il nous la faut. J'ai répété pourquoi dans cette vidéo d'ailleurs. Les raisons d'être en Ligue des Champions. Allez l'OM.